Je le voyais là, Damien, debout devant la table de conférence, son sourire habituel un peu trop confiant commençant à s'effriter. Pierre venait de claquer un dossier lourd entre nous. C'était il y a 6 semaines, ou peut-être 7. Le temps ici, ça se mélange vite. À ce moment-là, je n'étais qu'une novice, une nouvelle recrue, et ce genre de scène, je ne l'avais pas encore vécu de si près. Mon cœur battait la chamade, tu sais, mais pas de la peur, plutôt d'une sorte de curiosité malsaine, l'impression d'assister à quelque chose de grand et de terrible à la fois. Un peu comme quand tu sais que l'orage arrive, tu te sens minuscule, mais tu ne peux pas t'empêcher de regarder le ciel. Il y avait Lucie assise à côté de moi, impassible comme d'habitude. Charles aussi, son regard fixe, prêt à toute éventualité. On venait de se débarrasser des Marseillais, ces types un peu trop sûrs d'eux qui voulaient s'étendre à Paris et avec qui Pierre négociait des arrangements territoriaux, comme on dit. La tension dans la salle était palpable, mais pas à cause d'eux. Non, c'était interne, viscéral. Pierre avait le regard froid, celui que je n'avais vu qu'une ou deux fois. Ce n'était pas la petite moquerie amusée qu'il arbore souvent. Non, c'était autre chose, quelque chose de dangereux, de définitif. Damien, lui, a tenté de bluffer, comme tous les idiots trop sûrs de leur charme. Pierre, qu'est-ce que... Je ne comprends pas. Mais sa voix était un peu trop aiguë, trahissant la panique sous le vernis. J'ai vu Pierre bouger, pas vite, mais avec une telle intentionnalité que ça a fait frissonner l'air. Ne m'insulte pas, Damien. Les Rossi essaient de me marcher dessus depuis des mois. Et bizarrement, ils ont toujours un coup d'avance. J'ai eu la preuve qu'on les informait. Pour une place, n'est-ce que pas? Une meilleure position quand ils me délogeraient. Le masque est tombé. D'un coup, le visage de Damien est devenu livide, une cendre grise remplaçant le bronzage parfait. Il a marmonné des excuses, Ils m'ont fait des promesses, tu ne m'aurais jamais donné ma chance. Il m'a même jeté un regard venimeux, comme si c'était ma faute. Mon arrivée qui avait tout gâché. Pff, le culot. Pierre a ri, un rire amer qui a serré le ventre. Loyauté, tu ne connais pas le mot. Puis, sans hausser le ton, Lucie, appelle Charles, fais-le escorter. Et Damien, si jamais je te revois près de mes affaires, si tu mentionnes mon nom, si tu bosses pour qui que ce soit d'autre ici, les Marseillais seront le cadet de tes soucis. Clair? Et voilà. En quelques secondes, tout était réglé. Brutal. Efficace. Après son départ, Pierre nous a regardés, Lucie et moi. C'est que la trahison, voilà ce qui arrive. Je ne demande pas grand-chose. Honnêteté, loyauté, discrétion, non négociable. C'était mon premier vrai aperçu du côté sombre de ce monde. Et tu sais, c'était moins choquant que je ne l'aurais cru. J'avais vu pire, des choses plus laides, plus gratuites, pendant mon temps dans la marine. C'était calculé, froid, oui, mais avec une logique. Ça, c'était mon évaluation à l'époque. Mais comment j'étais arrivé là, moi, Marie-Chen, ex-militaire reconvertie serveuse dans un resto italien du 10e arrondissement de Paris? C'est une longue histoire, un peu bordélique, mais c'est la mienne. Il y a eu ce soir-là, chez Thomas, un petit restaurant italien dans le 10e. La pluie battait Paris sans relâche, ce genre de crachin automnal qui te fait regretter d'avoir mis le nez dehors. Le vent sifflait dans les rues, transformant les parapluies en épaves. À l'intérieur, c'était chaud, ça sentait l'ail, le basilic, le pain frais. Et il y avait ce doux jazz qui jouait dans fond sonore. J'étais là depuis 8 mois, à balancer des assiettes de pâtes, à faire semblant que c'était le sommet de ma carrière. 26 ans, avec l'art de me rendre invisible que j'avais perfectionné après avoir quitté l'armée. L'invisibilité, c'est une compétence de survie, crois-moi. Ce soir-là, Julian Bradley était là. Un habitué, toujours aussi insupportable. 40 ans passés, montre de luxe, costume de créateur et une attitude qui disait
Je n'ai jamais entendu le mot non de ma vie. Il avait commencé par râler sur la température de son vin, puis renvoyer sa viande 2 fois. J'avais géré ça avec mon sourire de serveuse, toutes les plates excuses professionnelles. Le client est roi, même quand il est un connard de première catégorie. Mais Julien n'était pas content de juste être difficile. Avec sa 3e bouteille de vin, ses commentaires sont passés des pâtes trop cuites à moi. Sur mon apparence, sur ce que je devrais faire après mon service, des demandes insistantes pour mon numéro. Mon estomac se tordait, mais j'avais besoin de ce boulot. J'avais Léo, mon petit frère, à Lyon, et ses factures médicales. J'avais la rage au ventre, mais je continuais de sourire. « Tu m'ignores, ma belle. » Il a gueulé ça à travers la salle, sa voix de plus en plus éméchée. Les gens ont levé la tête. Thomas, notre manager, est sorti de la cuisine, les sourcils froncés. Sophie, l'autre serveuse, une femme adorable et un peu trop bavarde qui me prenait sous son aile, est arrivée à mes côtés, l'air inquiet. « Je m'excuse, monsieur. En quoi puis-je vous aider? » J'ai essayé de garder ma voix aussi neutre que possible. « M'aider. » Il a ri, un son sec, désagréable. « Tu peux commencer par me respecter. Je suis un client fidèle et je n'apprécie pas qu'on me traite comme de la merde. » J'ai senti la chaleur monter en moi. C'était de la goutte d'eau. Thomas s'est approché. Je crois que Sophie a dit quelque chose, mais je n'entendais plus grand-chose. Puis Julien s'est levé. Il était plus grand que je ne le pensais, et l'odeur du vin sur son haleine était écœurante. « Tu penses que t'es mieux que moi, hein? Juste une serveuse, une personne banale. » Avant même que Thomas ou Sophie ne puissent en réagir, il a saisi mon poignet. Fort, très fort. Ça m'a ramené des années en arrière, à l'entraînement, à la menace directe, à cette zone que je m'étais juré de ne plus jamais côtoyer. Mon corps a réagi avant ma tête. Une mémoire musculaire profonde. Ma main libre est montée, rapide, précise. Un coup de paume au plexus solaire, c'était net, dévastateur. L'air lui a explosé des poumons, il a lâché mon poignet, trébuché en arrière, entraînant sa table dans sa chute. Un fracas de verre et de porcelaine. Le silence a précédé le chaos. Puis les exclamations, les téléphones qui sortaient de partout. Je suis resté là, ma main encore levée, le souffle court. Julien se débattait sur le sol, à bout de souffle, rouge de fureur et de douleur. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Pierre, l'homme qui était assis dans le coin le plus sombre du restaurant depuis plus d'1 heure. Il n'avait quasiment pas touché à son plat. Un costume anthracite impeccable, sans doute plus cher que ce que je gagnais en 3 mois. 2 autres hommes, ses gardes du corps, étaient à une table voisine, discret mais aux aguets. Je l'avais remarqué plus tôt, sa façon de tout observer, son regard qui s'attardait un instant sur moi. Et là, au milieu du bordel, il a esquissé un sourire. Pas un sourire moqueur, non. Amusé, impressionné. Il a pris un cigare, l'a allumé avec une lenteur exaspérante. La flamme éclairant d'un instant ses traits ciselés. Il m'a regardé et dans ses yeux, il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à décrypter. Du respect, de la reconnaissance, comme s'il avait découvert un trésor inattendu. Thomas est arrivé, le visage tiré. « Marie, va dans mon bureau, tout de suite. » Je suis parti, les jambes lourdes. En passant devant la table de Pierre, il a levé son verre, comme pour me saluer. Son sourire était toujours là. 30 minutes plus tard, j'étais viré. Julien, lui, menaçait de porter plainte. « Désolé, Marie, » m'avait dit Thomas, l'air vraiment navré. « Mais je ne peux pas garder quelqu'un qui frappe les clients. La faute à poste de chance. 2 semaines de salaire, et il ne s'opposerait pas à mes indemnités chômage. C'était tout ce qu'il pouvait faire. Dehors, la tempête avait redoublé d'intensité. J'étais sous l'auvent, à regarder la pluie tomber en cascade. Viré. Perdu mon boulot. Comment j'allais payer le loyer de mon studio à Montreuil? Comment j'allais faire pour les factures de Léo? Son accident, il y a 1 an et demi,
une jambe brisée, le dos abîmé. C'était à Lyon et son assurance ne couvrait plus grand-chose après les premières opérations. Je m'étais engagé dans la marine pour ça, au fond, pour la sécurité financière, puis j'avais démissionné pour m'occuper de lui, pour trouver un boulot qui paye. Et maintenant, une forme intéressante, a dit d'une voix à côté de moi. J'ai sursauté. Pierre Vital. Debout là, l'air de rien. Plus imposant encore de près. 1,85 m, une aura qui bousculait l'air autour de lui. Ses yeux sombres ne me menaçaient pas, juste cette curiosité intense. Excusez-moi, votre cou, paume de main, placement parfait, force contrôlée, ça ne s'apprend pas en un week-end d'initiation. Militaire, police? Il a tiré sur son cigare, la braise rougeoyante dans l'obscurité. Je ne sais pas de quoi vous parlez, j'ai répondu automatiquement, reculant d'un pas. Bien sûr que non, comme ce n'était pas une réponse entraînée. Comme vous n'avez pas évalué la menace, identifié l'ouverture et neutralisé avec le minimum de force nécessaire. Pure coïncidence. Mon cœur tambourinait. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais je viens de perdre mon travail. Je ne suis pas d'humeur. Compréhensible. Il a lentement, délibérément, sorti une carte de visite de sa veste. Mais avant de disparaître sous la pluie, considérez ceci. J'ai regardé la carte. Je ne l'ai pas prise. C'est quoi? Une opportunité. Vous êtes clairement doué, vous avez visiblement besoin de travail et vous sous-utilisez manifestement vos talents à servir des pâtes à des gens qui ne vous apprécient pas. Vous m'offrez un travail. Je vous offre une conversation. Ce qui se passera après cette conversation dépend entièrement de vous. Pas de pression. Je ne connais même pas votre nom. Pierre, oui, Satan et Chanissaire. Il a tendu la main. Pierre Vital. Je n'ai pas serré. Le nom me disait quelque chose, comme une vieille chanson au fond d'un tiroir, mais impossible de me souvenir d'où. Et quel genre de possibilités discuterions-nous, Pierre? Le genre qui mettrait vos compétences à meilleur usage que d'esquiver des clients collants pour un salaire minable. Le genre qui pourrait vous payer assez pour couvrir tout ce qui vous pèse. Mon sang s'est glacé. Comment? Je suis observateur, Marie, ça fait partie de mon métier, et j'observe que vous êtes une ex-militaire, probablement honorablement déchargée, que vous soutenez quelqu'un, un membre de votre famille très probablement, avec des besoins financiers importants, que vous avez déménagé récemment en essayant de repartir de zéro et que vous fuyez quelque chose de votre passé. Je suis proche? Trop proche, dangereusement proche. J'ai reculé encore. Je crois que vous devriez me laisser tranquille. Probablement, mais vous devriez prendre la carte quand même. Dans 3 heures, vous serez dans votre appartement à regarder des factures impayables, à vous demander quoi faire. Et quand ce moment-là arrivera, vous voudrez savoir que vous avez des options. Il a posé la carte sur le rebord de l'auvent, la lestant d'une petite pierre. Ou jetez-la. Votre choix. Quoi qu'il en soit, ce fut un plaisir de vous voir à l'œuvre, Marie-Chen. Il connaissait mon nom complet. Évidemment, il est monté dans une voiture noire et élégante qui l'attendait. La voiture a démarré en douceur, disparaissant dans la nuit. J'ai fixé la carte. Cartonnée, épaisse, le nom en relief. Pierre Vital et un numéro. Rien d'autre. Mon instinct me hurlait de la jeter. Des hommes comme lui qui voyaient tout, qui savaient tout, c'était dangereux. J'avais fui ce monde. Je m'étais promis d'en avoir fini avec le danger. Mais alors qu'un éclair déchirait le ciel parisien et que le tonnerre grondait, ma main a trouvé la carte. Je l'ai glissée dans ma poche, juste au cas où, me suis-je dit. Juste au cas où, j'ai remonté mon col et je me suis lancé dans la tempête, direction le métro. Derrière moi, les lumières chaudes de chez Thomas brillaient encore. Mais j'ai senti que ce chapitre était clos. Terminé par un seul coup de poing et une table brisée. Le métro m'a ramené à Montreuil, sa lumière blafarde se reflétant dans la vitre.
J'avais l'air fatigué, les yeux cernés, les cheveux encore humides. Mais le pire, c'était mon regard, incertain, presque effrayé. J'avais passé les 8 derniers mois à construire une vie sécurisante, prévisible. Travailler, sourire, servir, rentrer. Ce n'était pas glamour, mais c'était stable, anonyme. Exactement ce dont j'avais besoin après tout ce qui s'était passé à Lyon. Et là, en 30 minutes, tout s'était brisé. J'ai ouvert mon application bancaire. Le solde du compte courant, une misère. L'épargne, à peine 2 000 €. Le loyer dans 12 jours, 1 400. La facture de la physiothérapie de Léo, 2 800 en retard de 3 semaines. L'hôpital devenait pressant. Mon petit Léo, parfois je me souvenais de lui petit, avec ses rires insouciants. La première fois qu'il m'avait vu en uniforme de marine, il avait les yeux qui brillaient. Il avait dit que j'étais sa super-héroïne. Et maintenant, il était blessé et j'étais là à essayer de joindre les deux bouts. Il fallait que je trouve une solution. Je pensais aux soirées à travailler, à masquer la fatigue, les commentaires des clients, tout ça pour des miettes. Mon père disait toujours, « Ne fais confiance à personne qui te promet la lune. » Pierre Vital ne me promettait pas la lune, juste une conversation. Mais c'était déjà bien au-delà de ce que je pouvais espérer trouver seul, sans expérience dans ce milieu, juste ma force et ma discrétion. Une super-héroïne, vraiment. Pas ce soir-là. J'ai fermé l'application, la carte de Pierre brûlait dans ma poche. Je l'ai sortie, l'ai examinée sous les néons du métro. Pierre Vital. Ce nom, j'avais déjà entendu ça. J'ai cherché sur mon téléphone. Les résultats m'ont donné le vertige. Pierre Vital n'était pas juste riche. Il était un acteur majeur de la vie économique parisienne. Immobilier, import-export, des restaurants, des boîtes de nuit. À la surface, tout était légitime. Homme d'affaires à succès, philanthrope. Mais en creusant, en lisant entre les lignes des articles savamment écrits, j'ai compris ce qui n'était pas dit. Des allégations de liens avec des groupes organisés, des enquêtes qui n'avaient jamais abouti, des associés au passé douteux. Une photo montrait son visage aux côtés d'un homme politique influent. Il opérait dans les zones grises, entre le légal et l'illégal. Un homme de pouvoir, toujours en périphérie des histoires de corruption et de conflits territoriaux. J'aurais dû être terrifié. Mais non, une étrange clarté m'a envahi. Je savais ce qu'il était, et je savais ce qu'il offrait. Il avait besoin de gens avec des compétences, mais compétences, pour un travail qu'on n'affiche pas sur les sites d'emploi. Sécurité, protection, résolution de problèmes qui exigeaient discrétion et capacité. J'avais juré d'en avoir fini avec cette vie. 6 ans dans la marine, des horreurs vues, des choses faites. Je voulais l'anonymat, pas la violence, pas le danger. Mais la vie avait d'autres projets. Le métro est arrivé à mon arrêt. J'ai marché vers mon appartement. Les rues devenaient de plus en plus calmes. Mon studio au 3e étage d'un vieil entrepôt réaménagé était petit mais propre. Mon chez-moi, chèrement acquis. Ce soir-là, c'était une cage. J'ai ouvert mon ordinateur portable. 3 nouveaux mails, 3 nouvelles factures. L'électricité, le téléphone et le plan de traitement actualisé pour Léo. 32 000 € pour les 3 prochains mois de séance. Mon frère avait besoin de ça, il fallait que ça continue. J'ai regardé par la fenêtre. De l'autre côté de la scène, Pierre Vital était probablement dans son penthouse. Mon choix n'était sans doute qu'une anecdote pour lui, mais pas pour moi. J'ai repensé à la main de Julien sur mon poignet, à son souffle dans mon visage, au plaisir coupable que j'avais ressenti en le voyant s'écrouler, au mois passé à être invisible, à ravaler ma fierté, à faire semblant d'être moins que ce que j'étais. J'ai sorti la carte de Pierre. Ne pas appeler. Aller dormir. Demain, chercher un autre boulot de service. Barmaid, vendeuse, quelque chose de sûr. Au lieu de ça, j'ai composé le numéro. 2 sonneries. Une voix masculine a répondu. « Oui, mon nom est Marie Chen », j'ai dit,
étonné de la fermeté de ma voix. Pierre Vital m'a donné ce numéro. Un silence, main à main. Mon cœur battait. T'es-ce une erreur? Devais-je raccrocher? Marie, la voix de Pierre, chaude, calme, comme s'il m'attendait. Je pensais bien avoir de vos nouvelles ce soir. Vous ne savez rien de moi, j'ai dit, plus sur la défensive que prévu. Je sais que vous êtes pragmatique. Je sais que vous êtes assez intelligente pour vous renseigner sur moi avant d'appeler. Et je sais que vous appelez quand même, ce qui en dit long sur votre situation. Alors, sautons la partie où nous faisons semblant. Vous avez besoin d'argent. J'ai besoin de gens compétents. On devrait discuter. Sa franchise était presque rafraîchissante après des mois de script poli au restaurant. De quoi discuter exactement? Pas au téléphone. Pouvez-vous me rencontrer demain? Il y a un café dans le 9e. Terrain neutre, lieu public, on parlera. Vous écouterez ce que je propose et vous déciderez. Pas de pression. Il y a toujours de la pression, j'ai dit doucement. Juste, mais je ne force personne. Ça, c'est mauvais pour tout le monde. Je vous offre un choix, Marie. Ce que vous en faites, ça ne dépend que de vous. J'ai fermé les yeux. C'était le moment. Dire non, raccrocher, trouver autre chose. Quelle heure demain? 10 heures du matin. Café Méridien, rue du 47 Ouest. Je vous offre le petit déjeuner. J'y serai, j'ai dit, et j'ai raccroché avant de pouvoir changer d'avis. J'ai passé le reste de la nuit à fixer mon plafond, à rejouer la scène, à imaginer tous les scénarios possibles pour ce rendez-vous. Au lever du soleil sur Montreuil, je m'étais rétracté au moins une douzaine de fois. Mais quand mon réveil a sonné à 8 heures, je me suis levé, j'ai pris une douche et je me suis habillé avec soin. Pas mon uniforme de serveuse, non. Un jean foncé, des bottes, un simple pull noir. Des vêtements qui me laissaient libre de mes mouvements, qui n'attiraient pas l'attention, qui disaient que je prenais ça au sérieux sans trop en faire. Le trajet en métro jusqu'à Paris m'a semblé plus long que d'habitude. Je me suis fait un briefing mental. Quoi dire? Comment négocier? Quelles étaient mes limites? Mais je savais au fond de moi que les limites, c'était un luxe que seuls ceux qui avaient des options pouvaient s'offrir. Et en ce moment, je n'en avais pas. Le café Méridien était au rez-de-chaussée d'un immeuble de bureaux, le genre d'endroit où les affaires se concluent autour de lattes et de croissants. Design épuré, café cher. Je suis arrivé 10 minutes en avance, j'ai commandé un café noir que je ne pouvais pas vraiment me permettre et j'ai choisi une table près de la fenêtre, d'où je pouvais voir la porte. Pierre est arrivé pile à 10 heures, seul cette heure, un attaché-case en cuir qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe. Il m'a repéré tout de suite, ce même sourire discret aux lèvres, et s'est approché. « Vous êtes venu », il a dit, s'asseyant en face de moi. Pas de pression, je lui ai rappelé. Je suis là pour écouter, c'est tout. Il a fait un signe au barista. Vous avez mangé? Je vais bien. Non, vous n'allez pas bien. Vous avez l'air de ne pas avoir dormi et je parie que vous avez sauté le petit déjeuner pour économiser. Il a commandé sans attendre ma réponse. 2 sandwichs aux œufs, des fruits, des viennoiseries. Faites-moi plaisir. Les conversations d'affaires se déroulent mieux l'estomac plein. Malgré moi, j'ai senti une pointe d'appréciation. Il n'avait pas tort pour le sommeil, ni pour le petit déjeuner sauté. Quand la nourriture est arrivée, Pierre a attendu que j'aie pris quelques bouchées avant de parler. Parlez-moi de votre service militaire. J'ai arrêté mon sandwich à mi-chemin. Comment avez-vous votre façon de bouger, d'évaluer les menaces hier soir, votre façon de vous asseoir maintenant, dos au mur, vue dégagée sur les sorties, main libre. Pierre a siroté son café. Marine, je suppose, force de sécurité ou police militaire. Je ne vois pas en quoi c'est pertinent, j'ai dit prudemment. C'est pertinent parce que j'ai besoin de comprendre de quoi vous êtes capable. Je dois savoir si ce que j'ai vu hier soir était un coup de chance ou si cela représente votre formation et votre expérience réelle. Il s'est penché légèrement.
Je ne vous demande pas de compromettre quoi que ce soit de classifié. Je vous demande d'être honnête sur vos capacités afin que je puisse vous faire une offre légitime. J'ai posé mon sandwich. 6 ans dans la marine, protection des forces et opérations de sécurité tactique, libéré avec les honneurs il y a 16 mois. Pourquoi avez-vous quitté? Situation familiale l'exigeait. Il a hoché la tête sans insister. Et Lyon, c'est de là que vous venez. Vous le savez déjà. Je connais les bases. Je ne sais pas pourquoi vous avez quitté une ville où vous aviez probablement des contacts et du soutien pour venir à Paris où vous ne connaissiez personne. Ses yeux étaient vifs, évaluants. Les gens ne font pas ce genre de déménagement sans une bonne raison. J'ai réfléchi à ce que je pouvais partager. Le marché du travail à Lyon n'offrait pas ce dont j'avais besoin. Paris avait de meilleures opportunités. C'est tout. Ce n'était pas tout, bien sûr. J'avais quitté Lyon parce que je ne trouvais pas de travail qui utilisait mes compétences sans compromettre mes principes. Les entreprises de sécurité qui voulaient m'embaucher offraient des postes trop similaires à mon travail militaire. Protéger des gens qui ne méritaient pas de protection, fermer les yeux sur des activités douteuses, être complice de choses dont je ne voulais pas faire partie. J'avais cru que servir serait différent. Un travail honnête, simple, sûr. Pierre m'a regardé longtemps, puis a hoché la tête comme s'il avait entendu tout ce que je n'avais pas dit. Je serai direct avec vous, Marie, parce que je pense que vous apprécierez cela plus que de tourner autour du pot. Je dirige plusieurs entreprises légitimes à Paris, mais j'opère également dans des domaines qui exigent de la discrétion. J'ai des intérêts à protéger, des partenariats à maintenir, des problèmes à résoudre. Pour cela, j'ai besoin de gens de confiance qui ont à la fois les compétences et le jugement nécessaires pour gérer des situations délicates. Vous parlez de travail de sécurité, j'ai dit. Je parle de faire partie de mon cercle intime. La sécurité, oui, mais aussi la consultation, la résolution de problèmes et occasionnellement être mes yeux et mes oreilles dans des endroits où mon visage est trop connu. Pierre a marqué une pause. Je ne vais pas vous mentir. Ce travail existe dans des zones grises. Rien d'illégal qui vous exposerait à des poursuites, mais certainement des situations qui exigent une certaine flexibilité dans l'interprétation des règles et des règlements. Et si je ne suis pas à l'aise avec cette flexibilité? Alors, vous me dites vos limites d'emblée et je les respecte. Je ne demande pas aux gens de compromettre leurs principes, Marie. Je leur demande d'être réalistes face au monde dans lequel nous vivons, par rapport au monde que nous souhaiterions. Pierre a fini son café. Vous avez passé 6 ans à protéger des personnes et des intérêts qui n'étaient pas toujours irréprochables. Vous savez comment le monde réel fonctionne. Il n'avait pas tort. J'avais fait beaucoup de choses dans la marine qui existaient dans des zones grises morales. Protéger des routes de ravitaillement que je soupçonnais de transporter plus que de la simple cargaison officielle. Monter la garde pendant que des officiers avaient des réunions que je n'étais pas censé entendre. Fermer les yeux quand des alliés faisaient des choses qui auraient été inacceptables si des Français les avaient en fait. Quel est le salaire? J'ai demandé. Pierre a souri, reconnaissant le changement dans mes questions. Salaire de départ, 75 000 € par an. Indemnité de logement de 2 000 € par mois. Assurance maladie et des primes de performance qui ajoutent généralement 20 à 30 000 € par an. Vous seriez d'astreinte, mais pas tous les jours. J'ai plusieurs personnes en rotation. Lorsque vous ne travaillez pas activement, votre temps est à vous. Ma tasse de café s'est arrêtée à mi-chemin de mes lèvres. 75 000. C'était plus du double de ce que je gagnais comme serveuse. Avec l'indemnité de logement, je pouvais déménager dans un endroit plus sûr, peut-être même assez grand pour que Léo vienne me rendre visite. Je pourrais payer ses factures médicales en quelques mois au lieu de quelques années. Cela me semble excessif pour un travail de sécurité, j'ai dit prudemment. Ce n'est pas excessif pour la discrétion et la loyauté, a corrigé Pierre.
Je paye bien parce que j'attends l'excellence. Je paye aussi bien parce que j'ai besoin de personnes qui ne sont pas tentées de travailler au noir pour mes concurrents ou de compromettre mes intérêts pour de l'argent extérieur. Quand vous travaillez pour moi, vous travaillez exclusivement pour moi. Et si vous voulez partir, vous me donnez un préavis. Nous nous séparons professionnellement et vous signez des documents garantissant que vous ne discuterez pas de mes affaires avec qui que ce soit, pas différent de tout autre emploi confidentiel. Pierre a sorti un document de son attaché case. C'est un contrat de travail standard. Emportez-le chez vous, lisez-le, faites-le examiner par un avocat si vous voulez. Il décrit tout ce que nous avons discuté. Salaire, avantages, attente, clause de résiliation. J'ai pris le contrat, le feuilletant. Il semblait étonnamment légitime. Langage juridique approprié, conditions claires, rien qui semblait ouvertement problématique. Bien sûr, le diable est toujours dans les détails. Je me souviens d'avoir lu les pages, des termes qui pour moi étaient encore assez abstraits. Responsabilité opérationnelle, protection d'actifs sensibles, gestion de crise. C'était d'une toute autre langue que celle des menus et des tickets de caisse. Qu'est-ce que je ferais concrètement? Au quotidien, vous m'accompagneriez initialement à des réunions pour assurer la sécurité, vous surveilleriez des propriétés que je possède. Occasionnellement, vous iriez vérifier que mes partenaires commerciaux respectent les accords. En gros, vous seriez une présence visible qui rappelle aux gens que je prends mes intérêts au sérieux. Il s'est adossé. À mesure que je connaîtrai mieux vos capacités, le travail évoluera. Peut-être superviseriez-vous la sécurité d'un de mes clubs. Peut-être géreriez-vous des négociations avec des fournisseurs qui ont besoin d'une main ferme. Peut-être formeriez-vous d'autres agences de sécurité. Les situations exigeant de la flexibilité, confronter des personnes qui ont dépassé les bornes, récupérer des biens qui ont été pris sans permission, s'assurer que les accords verbaux sont respectés même lorsque les gens essaient de se dédire. Pierre m'a regardé droit dans les yeux. Je ne vous mentirai pas, Marie. Parfois, cela implique de l'intimidation. Parfois, cela implique une présence physique qui rend les gens nerveux. Mais cela n'implique pas que vous fassiez quelque chose dont vous auriez honte. Je ne vous demande pas de blesser des innocents ou de compromettre votre morale. Je vous demande de m'aider à maintenir l'ordre dans un monde où les canaux officiels ne fonctionnent pas toujours. J'ai pensé à Julian Bradley, à quel point c'était satisfaisant de l'empêcher d'escalader son agression. Aux hommes avec qui j'ai eu affaire dans la marine, qui pensaient pouvoir repousser les limites parce qu'ils étaient mieux gradés ou plus nombreux. À la frustration de suivre des règles qui protégeaient les mauvaises personnes tout en laissant les autres vulnérables. J'ai besoin d'y réfléchir, j'ai dit finalement. Bien sûr. Pierre s'est levé, laissant le contrat sur la table entre nous. Prenez 3 jours, lisez tout. Prenez votre décision. Si vous voulez le travail, appelez-moi. Sinon, je vous souhaiterai bonne chance et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Il a commencé à partir, puis a marqué une pause. Une dernière chose, Marie. Hier soir, quand vous avez fait tomber cet homme, vous avez fait preuve de retenue. Vous auriez pu faire bien pire. Je l'ai vu dans votre façon de bouger. Mais vous avez utilisé exactement la force nécessaire pour arrêter la menace sans le blesser gravement. C'est ce genre de jugement que j'apprécie. C'est pourquoi je vous fais cette offre. Après son départ, je suis resté seul pendant encore 1 heure, lisant le contrat pendant que mon café refroidissait. Tout semblait légitime sur le papier. Le salaire était réel. Les avantages étaient réels. Le travail, bien qu'existant dans des zones grises, ne semblait pas franchir des lignes avec lesquelles je ne pourrais pas vivre. Mais je savais que c'était un moment décisif. Une fois que je mettrais un pied dans le monde de Pierre Vital, il n'y aurait plus de retour possible à la simple invisibilité que j'avais essayé de créer. Je ferais partie de quelque chose de plus grand, avec ses propres règles, ses attentes et ses conséquences. Mon téléphone a vibré. Un message de la physiothérapeute de Léo. Marie, je voulais vous prévenir avant que vous ne receviez la notification officielle. L'appel de l'assurance de Léo a été rejeté.
Nous devons discuter des options de paiement pour la poursuite de son traitement. J'ai fermé les yeux, la décision se cristallisant avec une clarté douloureuse. J'avais passé 8 mois à essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas, à y faire semblant que mes compétences et ma formation n'existaient pas, que je pouvais simplement me fondre dans la masse et être normal. Mais la normalité ne payait pas les factures médicales de Léo. La normalité ne me donnait aucune prise sur ma propre vie. La normalité n'était qu'un autre mot pour l'impuissance. Pierre m'offrait le pouvoir. Pas un pouvoir illimité et pas sans coût, mais le pouvoir quand même. Le pouvoir de résoudre mes problèmes financiers. Le pouvoir d'utiliser ma formation pour autre chose que de servir des gens qui ne me respectaient pas. Le pouvoir d'arrêter d'être invisible et de commencer à être vu, même si ce n'était que par les quelques personnes du cercle de Pierre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé un message. Je suis partante. Quand est-ce que je commence? La réponse est venue en quelques secondes. Lundi 9h20. Je vous envoie l'adresse. Bienvenue dans l'équipe, Marie. J'ai rangé le contrat, fini mon café froid et suis sorti dans le matin parisien. Le soleil avait percé les nuages et la ville semblait plus nette, plus vivante. Ou peut-être que c'était juste ma perception qui changeait, sachant que j'étais sur le point d'entrer dans une vie complètement différente. En descendant dans la station de métro, j'ai aperçu mon reflet dans la vitrine d'un magasin. J'avais déjà l'air différente. Les épaules en arrière, la tête haute, les yeux clairs. Pas invisible, pas impuissante. Dangereuse peut-être, mais au moins, je serais dangereuse selon mes propres termes. Le train m'a ramené à Montreuil, où j'allais passer le week-end à me préparer pour ce que le lundi apporterait. J'avais laissé un monde derrière moi dans la marine. J'avais essayé d'en construire un autre à Lyon et j'avais échoué. J'en avais tenté un troisième ici à Paris et il n'avait duré que 8 mois. Peut-être que la 4e fois serait la bonne. Peut-être que cette fois, au lieu de fuir qui j'étais, je trouverais enfin comment être cette personne d'une manière avec laquelle je pourrais vivre. Ou peut-être que je faisais une terrible erreur qui allait tout changer. De toute façon, il n'y avait pas de retour en arrière possible. La carte que j'avais failli jeter sous la pluie était devenue une bouée de sauvetage. L'homme qui m'avait observé avec tant d'intérêt depuis son coin était devenu mon nouvel employeur. Et la serveuse qui avait passé des mois à être invisible était sur le point de devenir très visible, en effet. J'espérais juste que j'étais prête pour ce que cela signifierait. Le lundi matin est arrivé avec un air d'automne vif qui donnait à Paris un sentiment de possibilité. J'étais devant l'adresse que Pierre m'avait envoyée, un entrepôt rénové à Saint-Ouen, avec des baies vitrées et une entrée discrète qui ne laissait rien deviner de l'activité. J'étais habillé avec soin. Pantalon tactique noir, chemise gris foncé ajustée, bottes confortables. Professionnel mais pratique. Mes cheveux étaient tirés en un chignon serré et je portais le minimum de bijoux. Je ressemblais à ce que j'étais, quelqu'un de prêt à travailler, pas à être observé. J'ai pris une grande inspiration et j'ai appuyé sur l'interphone. « Non ?» a crépité une voix dans le haut-parleur. « Marie Chen, je suis attendue. » La porte a bourdonné. Je suis entré dans une réception minimaliste. Sols en béton poli, murs en briques apparentes, mobilier moderne qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. Une jeune femme était assise derrière un bureau élégant, parfaitement coiffée, levant les yeux avec une courtoisie professionnelle. « Mademoiselle Chen, bienvenue. Monsieur Vital vous attend au 3e étage. Les ascenseurs sont à votre gauche. » J'ai hoché la tête et j'ai marché vers l'ascenseur, mes bottes résonnant dans l'espace silencieux. Le bâtiment avait été entièrement rénové avec un soin évident et des dépenses considérables. Ce n'était pas une opération louche dans une ruelle sombre. C'était un siège social d'entreprise légitime, ou du moins, ça en avait l'air. L'ascenseur s'est ouvert au 3e étage pour révéler un espace de bureau en open space. Plusieurs personnes travaillaient à des bureaux, tapaient sur des ordinateurs, parlaient au téléphone, menant des opérations commerciales qui semblaient normales.
mais mon œil entraîné a décelé les détails qui n'étaient pas tout à fait normaux. Les caméras de sécurité positionnées à chaque angle, les encadrements de portes renforcés, les légères bottes sous les vestes de plusieurs personnes qui suggéraient des armes dissimulées. Vous devez être la nouvelle. Je me suis retourné pour trouver une femme d'une trentaine d'années qui s'approchait. Silhouette athlétique, yeux vifs, cheveux foncés, coupés courts. Elle portait des vêtements noirs ajustés similaires aux miens et se déplaçait avec la grâce contrôlée de quelqu'un qui savait se défendre. Mary Chen, j'ai dit en lui tendant la main. Lucy Ramos. Sa poignée de main était ferme. Chef des opérations de sécurité. Pierre m'a dit que vous commenciez aujourd'hui. Ancienne de la marine, c'est ça? 6 ans. Bien. Nous avons besoin de quelqu'un avec une vraie formation. Lucie m'a fait signe de la suivre. La plupart des gens que Pierre embauche ont plus d'attitude que de compétences. Ça va faire du bien de travailler avec une professionnelle pour changer. Nous avons traversé l'espace de bureau vers une salle de conférence au fond. C'est le centre des opérations, a expliqué Lucie. Nous coordonnons tous les intérêts commerciaux de Pierre d'ici, les plannings de sécurité, la gestion immobilière, les réunions d'affaires. Ça a l'air normal, non? C'est le but, j'ai dit, anticipant. Et la réalité? Lucie a souri, approbatrice. La réalité est qu'environ 60% de ce que nous faisons ici est tout à fait légitime. Gestion immobilière, services de sécurité, conseil aux entreprises. Les 40% restants existent dans des zones grises. Pierre a des intérêts partout en ville. Clubs, restaurants, entreprises d'importation, immobilier. Tout le monde ne veut pas jouer franc jeu avec lui. Notre travail est de nous assurer qu'il le fasse. Elles sont entrées dans la salle de conférence où Pierre était assis avec 2 autres hommes, des papiers étalés sur la table. Il a levé les yeux quand nous sommes entrés, ce même léger sourire apparaissant. « Marie, pile à l'heure, bien. » Il a fait signe vers les chaises. « Asseyez-vous. Nous terminons juste une situation qui sera votre première mission. » Je me suis assise à côté de Lucie, observant les 2 hommes en face de moi. L'un avait la cinquantaine, bien habillé, mais nerveux, essuyant ses paumes sur son pantalon. L'autre était plus jeune, peut-être de l'âge de Pierre, avec des yeux durs et une expression qui suggérait qu'il préférerait être n'importe où ailleurs. « Messieurs, voici Mary Chen, notre nouvelle spécialiste en sécurité, » a dit Pierre avec désinvolture. « Marie, voici Victor Rousseau, qui possède un restaurant dans le Bronx, à Belleville, que j'ai aidé à financer il y a 3 ans. Et voici son neveu Théo, qui, apparemment, a fait main basse sur la caisse. » Victor est devenu pâle. « Pierre, je jure que je ne savais pas. Vous ne saviez pas que votre propre neveu vous volait? » La voix de Pierre est restée agréable, mais quelque chose de froid a brillé dans ses yeux. « Victor, nous sommes partenaires depuis 3 ans. Je vous ai donné des conditions favorables, je vous ai aidé à vous développer, j'ai demandé très peu en retour. La seule chose que j'exige, c'est l'honnêteté. Alors, quand ma comptable remarque que votre chiffre d'affaires déclaré ne correspond pas à vos flux de clients réels, c'est un problème. »« Je peux arranger ça, » a dit Victor désespérément. « Théo, dis-lui. Dis-lui que tu vas arranger ça. » Bon, Théo n'a rien dit, la mâchoire serrée par le ressentiment. Pierre s'est adossé à sa chaise. « Voici ce qui va se passer. Théo va rembourser chaque euro qu'il a pris. Pas à moi, mais à vous, Victor, car c'est à vous qu'il a volé. Il le fera en travaillant gratuitement dans votre restaurant. Chaque service, jusqu'à ce que la dette soit effacée. Et Marie ici ira visiter votre établissement 2 fois par semaine pour vérifier vos livres et s'assurer que rien de tel ne se reproduise. » « Ce n'est pas nécessaire, » a protesté Victor faiblement. « Je peux gérer ma propre famille. »« Vous avez démontré que vous ne le pouviez pas, » a dit Pierre platement. « Alors maintenant, vous avez une surveillance. Soyez reconnaissant que je ne dissolve pas entièrement notre partenariat. » Il s'est tourné vers moi. « Vous commencerez demain. Lucie vous donnera les détails.
Votre travail est de vérifier leurs chiffres, d'observer leurs opérations et de me faire un rapport hebdomadaire. Toute irrégularité, tout problème, vous me le dites immédiatement. Compris? Compris, j'ai dit. Pierre a fait un signe à Lucie, qui s'est levée. C'est terminé ici, messieurs. Victor, vous avez 3 jours pour établir un calendrier de remboursement adéquat avec votre neveu. S'il y a des problèmes, appelez-moi. Ne me forcez pas à vous chercher. Après le départ de Victor et Théo, l'air complètement abattu, Pierre s'est tourné vers moi avec un regard d'appréciation. C'est la formule de base pour la plupart de ce que nous faisons. Les gens font des accords. Parfois, ils oublient les termes. Nous les leur rappelons. Généralement, c'est suffisant. Occasionnellement, cela demande des méthodes plus persuasives. Et quand ça demande plus, j'ai demandé. Nous y viendrons, a dit Pierre. Pour l'instant, vous suivez Lucie, apprenez comment nous opérons, rencontrez l'équipe, comprenez les systèmes. Dans 2 semaines, nous évaluerons si cela fonctionne pour nous deux. Les jours suivants sont passés dans un tourbillon d'apprentissage et d'observation. J'ai découvert que l'organisation de Pierre était bien plus sophistiquée que je ne l'avais imaginé. Tout était documenté, suivi et géré par des systèmes professionnels. Ce n'était pas une opération criminelle chaotique. C'était une entreprise bien gérée qui se trouvait simplement à opérer dans des espaces où les forces de l'ordre traditionnelles n'intervenaient pas. J'ai rencontré le reste de l'équipe. Charles, un ancien flic qui s'occupait des enquêtes, Denis, qui gérait les biens immobiliers de Pierre, Nina, qui dirigeait l'entreprise de conseil légitime servant de façade publique à l'organisation. Tous étaient des professionnels. Tous comprenaient qu'ils travaillaient dans des zones grises et tous semblaient respecter la structure que Pierre avait créée. Mais tout le monde n'a pas bien accueilli ma présence. « Alors, tu es le nouveau petit projet de Pierre ?» a dit une voix derrière moi le 3e jour. Je me suis retourné pour trouver Damien Caruso appuyé contre l'encadrement de la petite pièce que l'on m'avait assignée. Il était beau à sa manière tape à l'œil, cheveux bien coiffés, vêtements chers, le genre de confiance qui vient de n'avoir jamais entendu un nom. Marie. Daniel Caruso, je m'occupe des clubs de Pierre. Il est entré dans mon bureau sans y être invité, s'installant dans ma chaise d'appoint. J'ai entendu parler de votre petit spectacle au restaurant. Très impressionnant d'avoir mis un client au tapis comme ça. Il m'a attrapé en premier, j'ai dit calmement. Oh, je ne critique pas. Je me demande juste ce qui vous rend si spécial pour que Pierre vous paye un salaire aussi élevé alors que vous êtes ici depuis moins d'1 semaine. Le sourire de Damien n'atteignait pas ses yeux. La plupart d'entre nous ont dû faire leurs preuves pendant des mois avant d'obtenir le genre d'accès que vous avez eu. Peut-être que j'apporte des compétences différentes de la plupart des gens. Peut-être, ou peut-être que Pierre pense avec autre chose que son sens des affaires. Damien s'est levé, s'approchant plus que de raison. Juste un avertissement amical. Il y a des gens ici qui sont loyaux envers Pierre depuis des années. Ne vous attendez pas à un traitement de faveur juste parce que vous savez donner un coup de poing. Après son départ, Lucie est apparue dans l'embrasure de la porte. Ne laisse pas Damien t'atteindre. Il lorgne sur une promotion de chef de la sécurité depuis 2 ans et il n'est pas content que Pierre ait fait venir un talent extérieur. Est-ce qu'il va être un problème? J'ai demandé. Seulement si tu le laisses t'intimider, ce que je ne pense pas que tu feras. Lucie m'a tendu un dossier. En parlant de ça, tu as ta première vraie mission demain. Pierre a besoin de sécurité pour une réunion avec des partenaires commerciaux de Marseille. Ils s'étendent à Paris et veulent discuter d'arrangements territoriaux. Ton travail est de rester là, d'avoir l'air capable et de t'assurer que personne ne tente quoi que ce soit de stupide. La réunion a eu lieu dans un des restaurants de Pierre dans le 6e. Un Italien chic, fermé pour l'heure du déjeuner spécifiquement pour cette occasion. Je suis arrivé en avance, vérifiant les sorties, identifiant les problèmes potentiels, me positionnant là où je pouvais observer toute la salle. Pierre est arrivé avec 2 de ses associés seniors. Le groupe de Marseille est arrivé 10 minutes plus tard. 3 hommes en costume cher, accompagnés de leur propre sécurité. J'ai immédiatement reconnu le type.
Des gens qui faisaient ce genre de travail depuis des décennies, qui avaient vu et géré toutes les situations possibles. La réunion elle-même a été étonnamment cordiale. Discussions sur les territoires, le partage des revenus, les protocoles de résolution des conflits. C'était une négociation commerciale, mais menée par des personnes dont les entreprises opéraient en dehors des cadres juridiques traditionnels. J'étais debout contre le mur, professionnellement alerte, et j'essayais de ne pas penser à quel point c'était surréaliste. Il y a une semaine, je servais des pâtes. Maintenant, j'assurais la sécurité pour des négociations territoriales de haut niveau entre groupes organisés. Tout s'est déroulé sans accroc jusqu'au dessert. L'un des hommes de Marseille, plus âgé, avec les cicatrices et les phalanges cassées de quelqu'un qui avait gravi les échelons à la dure, s'est tourné vers Pierre avec un sourire qui ne fonctionnait pas tout à fait. Ça a été productif, Pierre. J'apprécie que vous soyez raisonnable sur les arrangements frontaliers. Il a marqué une pause. Il y a une autre affaire, une petite chose, vraiment. L'un de vos collaborateurs a parlé à nos concurrents, partageant des informations sur nos opérations, nos routes, nos partenariats. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. C'est une accusation sérieuse, a dit Pierre doucement. Vous avez des preuves? Nous avons des dossiers, des communications, des virements d'argent. L'homme a sorti un dossier. Nous voulions vous apporter cela en premier, par courtoisie, le gérer en interne plutôt que de laisser la situation s'aggraver. Pierre a pris le dossier, le feuilletant sans expression. Je l'ai observé attentivement. J'ai vu le moment où ses yeux se sont durcis. Il savait ce qu'il regardait, et il n'aimait pas ça. Merci d'avoir porté cela à mon attention, a dit Pierre, refermant le dossier. Je vais m'en occuper. Faites en sorte, a dit l'homme plus âgé. Nous construisons un partenariat ici. On ne peut pas laisser ce partenariat être sapé par des gens qui ne comprennent pas la loyauté. Après le départ du groupe de Marseille, Pierre est resté silencieux un long moment, fixant le dossier entre ses mains. Ses associés attendaient nerveusement. Finalement, il s'est tourné vers Lucie. « Appelle Charles. Amène Damien ici. Maintenant. » L'expression de Lucie n'a pas changé, mais j'ai vu la compréhension éclairer ses yeux. Tout de suite. Pierre m'a regardé. Vous êtes sur le point de voir une autre facette de cette affaire. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la confrontation, vous pouvez partir maintenant. J'y ai réfléchi pendant exactement 3 secondes. Je reste. Après que Damien a été escorté, comme on l'a vu au début, Pierre a dit à tout le monde que c'était l'exemple de la trahison. Une leçon de choses, quoi. Puis il a renvoyé tout le monde sauf Lucie et moi. C'est la 2e fois que vous devez gérer le mauvais comportement de quelqu'un, a dit Pierre me regardant. Julian Bradley au restaurant, maintenant Damien ici. Quelle est votre évaluation? J'ai réfléchi avant de répondre. Bradley était impulsif, arrogant, quelqu'un qui n'avait jamais été remis à sa place. Damien était calculateur, plein de ressentiments, quelqu'un qui planifiait ça depuis un moment. Des motivations différentes, mais tous deux s'étaient convaincus qu'ils pouvaient s'en sortir. Et comment auriez-vous géré Damien différemment que moi? Je ne l'aurais pas fait, j'ai dit. Honnêtement, vous lui avez donné une chance de s'expliquer, vous avez clairement exprimé votre position et vous l'avez retiré de l'organisation sans escalader la situation à quelque chose qui ne pouvait pas être annulé. C'est mesuré et approprié étant donné les circonstances. Pierre m'a observé un instant, puis a hoché la tête. Bons instincts, Lucie, Marie n'est plus en période d'essai. Passez-la au statut complet, accès complet, salaire et avantages complets à compter d'aujourd'hui. Après le départ de Pierre, Lucie s'est tournée vers moi avec un sourire narquois. Bienvenue dans le cercle restreint. C'était votre vrai test, d'ailleurs, pas la réunion avec Marseille, mais votre réaction en voyant Pierre gérer la discipline interne. Il fallait qu'il sache que vous ne broncheriez pas. J'ai vu pire, j'ai dit doucement, en pensant à mon service militaire. J'en suis sûr, mais c'est différent. Vous avez choisi ça. Vous pouvez partir n'importe quand. L'expression de Lucie s'est adoucie légèrement. Pour ce que ça vaut,
Je suis contente que vous soyez là. Nous avons besoin de gens comme vous, des gens avec une vraie formation, de vrais principes, qui comprennent la différence entre la pression nécessaire et la cruauté inutile. Je suis rentré chez moi ce soir-là, épuisé mais étrangement satisfaite. Le travail n'était pas ce que j'avais imaginé, mais ce n'était pas aussi sombre que je l'avais craint non plus. Pierre dirigeait son organisation avec structure et règles. Et si ces règles existaient en dehors des cadres légaux traditionnels, elles existaient néanmoins. Les gens comprenaient les limites. Les conséquences étaient claires. C'était, à sa manière, un système plus honnête que beaucoup d'autres dans lesquels j'avais opéré auparavant. Mais en déverrouillant la porte de mon appartement, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La serrure avait été forcée. Des rayures subtiles qui n'étaient pas là ce matin. Ma formation a repris le dessus. J'ai poussé la porte lentement, écoutant, guettant tout mouvement. L'appartement semblait vide, mais des choses avaient été déplacées, des tiroirs ouverts, des papiers éparpillés. Quelqu'un était venu chercher quelque chose. Sur le comptoir de ma cuisine, j'ai trouvé une note écrite en lettres capitales grossières. « Tu bosses pour les mauvaises personnes. Dernière chance de changer de camp. Les Romano prennent soin de leurs amis. » Mon sang s'est glacé. Damien avait été renvoyé il y a quelques heures à la peine, mais les Romano étaient déjà en mouvement, déjà en train d'essayer de m'intimider, déjà en train de suggérer que l'organisation de Pierre était vulnérable. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Pierre. Il a répondu à la première sonnerie. « Pierre, quelqu'un est entré par effraction dans mon appartement. » A laissé un message suggérant que je devrais changer de camp. Je lui ai lu la note. Silence à l'autre bout. Puis, « Faites vos bagages. Vous ne restez pas là ce soir. J'envoie Charles vous chercher. Nous allons vous mettre en sécurité pendant que nous vuasnerons comment ils vous ont trouvé et ce qu'ils savent d'autres. Pierre, je peux gérer. Il ne s'agit pas de savoir si vous pouvez gérer. Il s'agit des Romano qui lancent une offensive contre mon organisation. Et vous êtes devenu une cible dès l'instant où vous vous êtes tenu à mes côtés aujourd'hui. Alors, faites vos bagages, verrouillez votre porte et attendez Charles. Nous discuterons des options lorsque vous serez en sécurité. 30 minutes plus tard, j'étais à l'arrière de la voiture de Charles, mon appartement derrière moi, en route vers un lieu inconnu. J'étais dans le monde de Pierre depuis moins d'une semaine, et déjà j'étais prise dans des conflits que je comprenais à peine, ciblé par des gens que je n'avais jamais rencontrés. Vivant d'une vie qui ne ressemblait en rien à la discrétion que j'avais recherchée. Mais alors que nous roulions dans les rues de Paris, j'ai réalisé quelque chose de surprenant. Je n'avais pas peur. J'étais en colère. Quelqu'un avait violé mon espace, m'avait menacé, avait essayé de m'intimider. Et plus que ça, il m'avait sous-estimé, supposé que je serais facile à effrayer, facile à retourner, facile à utiliser. Ils allaient apprendre le contraire. La voiture s'est arrêtée devant un immeuble d'appartements de luxe à Saint-Germain-des-Prés. Charles m'a mené au dernier étage, à un penthouse qui faisait passer mon studio pour un placard. Pierre attendait, veste enlevée, cravate desserrée, l'air moins impeccable que d'habitude. « Je suis désolé pour ça, Mary. J'aurais dû anticiper qu'ils agiraient aussi vite. »« Ce n'est pas votre faute, » j'ai dit. « Comment m'ont-ils trouvé? » Damien leur a probablement donné vos informations avant que nous ne le confrontions. Les Romano essaient d'envoyer un message, que mes collaborateurs ne sont pas en sécurité, que je ne peux pas les protéger, qu'ils devraient envisager de changer de camp. Pierre a versé 2 verres d'eau, m'en a tendu un. Vous resterez ici ce soir. Demain, nous vous trouverons un appartement sécurisé qu'ils ne pourront pas trouver, et nous discuterons de la suite. Quelle est la suite? J'ai demandé. Pierre a croisé mon regard. Nous leur montrons que menacer mes collaborateurs était une erreur. Nous leur montrons que cette organisation ne cède pas sous la pression, et nous le ferons avec soin, stratégiquement, sans leur donner d'excuses pour une escalade en conflit ouvert. J'ai pensé à Damien, à la réunion de Marseille, à la note sur mon comptoir.
J'ai pensé au choix que j'avais fait une semaine auparavant, au seuil que j'avais franchi, à la vie que j'avais choisie. Dites-moi ce que vous avez besoin que je fasse, j'ai dit. Pierre a souri. Pas son expression amusée habituelle, mais quelque chose de plus sincère. D'abord, reposez-vous. La journée a été longue et demain le sera encore plus. Nous devrons agir avec prudence, recueillir des informations et planifier notre réponse. Ce n'est pas fini, Marie. Ça ne fait que commencer. Après que Pierre m'a laissé dans la chambre d'amis, plus grande que tout mon appartement avec une vue sur Paris qui devait coûter des millions, je me suis tenu à la fenêtre et j'ai regardé Manhattan. Pardon, Paris. Quelque part là-bas, les Romanos célébraient leur tactique d'intimidation. Quelque part là-bas, Damien se félicitait probablement de sa trahison. Et quelque part là-bas, Julian Bradley vivait sa vie de privilégié sans jamais faire face aux véritables conséquences de ses actes. Mais demain, j'ai pensé, les choses commenceraient à changer. J'avais passé des mois à fuir qui j'étais, à essayer d'être invisible, à faire semblant que mes compétences et ma formation n'avaient aucune importance. Maintenant, j'allais rappeler à certaines personnes pourquoi il ne faut pas menacer une marine. La ville scintillait en dessous de moi, pleine de secrets et de dangers et d'opportunités. Et pour la première fois depuis que j'avais quitté Lyon, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. Je me suis réveillé avec le soleil inondant les fenêtres du sol au plafond, momentanément désorienté par le luxe inconnu qui m'entourait. Le penthouse, la planque de pierre, les événements d'hier sont revenus en force, la trahison de Damien, la réunion avec les Marseillais, l'effraction dans mon appartement, la note menaçante. J'ai vérifié mon téléphone. 6h47. 3 appels manqués de Léo à Lyon, probablement inquiet parce que je n'avais pas répondu à son habituel appel du dimanche soir. Je l'appellerai plus tard, après avoir trouvé quoi lui dire. « Salut, petit frère, je vais bien. J'ai juste dû déménager dans un endroit sécurisé parce qu'une organisation rivale a fait éruption chez moi. » Ce n'était probablement pas la mise à jour rassurante dont il avait besoin. L'odeur du café m'a attiré vers la cuisine où j'ai trouvé Pierre déjà debout, habillé de manière décontractée, jean foncé, pull simple, l'air plus accessible que dans sa formalité habituelle. Il lisait quelque chose sur sa tablette, une tasse de café à moitié vide à côté de lui. « Bonjour », il a dit en levant les yeux. « J'espère que vous avez bien dormi. » Mieux que ce à quoi je m'attendais, étant donné les circonstances. J'ai versé du café dans une tasse, la machine hors de prix coûtant sûrement plus que mon ancien loyer mensuel. « Vous êtes debout depuis longtemps? » « Depuis 5 heures. Vieille habitude. Je pense mieux tôt le matin, avant que le chaos de la journée ne commence. » Pierre m'a fait signe de m'asseoir en face de lui. Nous devons discuter de la situation des Romano et de notre réponse. Je me suis assise, serrant la tasse chaude entre mes mains. J'y ai pensé. Ils ont agi vite, trop vite. Damien n'a été écarté qu'hier, mais ils avaient déjà mon adresse. Déjà un plan pour m'intimider. Ça suggère qu'ils préparaient ça depuis plus longtemps que la seule trahison de Damien. Exactement ce à quoi je pensais, a dit Pierre, l'approbation dans la voix. Ce qui signifie que Damien n'était pas leur seule source. Ils ont d'autres informations, d'autres contacts, peut-être d'autres personnes à l'intérieur de mon organisation. Donc, nous devons découvrir qui d'autre est compromis avant de faire des mouvements externes. J'ai conclu. Pierre a souri légèrement. Vous pensez stratégiquement, c'est bien. La plupart des gens dans votre position pousseraient à des représailles immédiates, voulant faire leurs preuves. Mais c'est exactement ce que les Romano veulent. Que nous agissions de manière imprudente, que nous fassions des erreurs, que nous leur donnions une justification pour une escalade. Alors, quel est le plan? Au cours de l'heure suivante, Pierre a exposé une stratégie minutieuse. Il n'irait pas directement après les Romano. Au lieu de cela, il se concentrerait sur la sécurité interne, examinant tout le personnel, identifiant les vulnérabilités potentielles, renforçant leurs propres opérations. Pendant ce temps, il recueillerait des renseignements sur les activités des Romano, documenterait leurs mouvements
et construiraient une image complète de leurs opérations. L'information est un levier, a expliqué Pierre. Les Romano pensent qu'ils ont l'avantage parce qu'ils vous ont effrayé, parce qu'ils ont démontré qu'ils pouvaient atteindre mes collaborateurs. Mais ce qu'ils ont réellement fait, c'est de révéler leur jeu trop tôt. Maintenant, nous savons qu'ils nous considèrent comme une menace digne d'intimidation, ce qui signifie qu'ils sont inquiets de quelque chose. De quoi sont-ils inquiets? J'ai demandé. C'est ce que nous allons découvrir. Les 2 semaines suivantes sont devenues une formation intensive aux aspects plus subtils du monde de Pierre. J'ai travaillé aux côtés de Lucie et Charles, apprenant à mener des surveillances, à recueillir des informations, à analyser des schémas. Ils ont suivi les opérations des Romano dans 3 arrondissements, documenté leurs relations commerciales, identifié leurs collaborateurs clés. Ce qui a émergé était l'image d'une organisation qui semblait forte, mais qui était en réalité surexploitée. Les Romano s'étaient étendus trop rapidement, avaient pris trop de territoire, faisant des promesses qu'ils ne pouvaient pas tenir. Ils perdaient de l'argent sur plusieurs fronts et étaient désespérés d'acquérir les opérations rentables de Pierre pour stabiliser leur position. Ils ne sont pas aussi puissants qu'ils veulent que les gens le croient, a observé Lucie lors d'une de nos réunions de stratégie. Ils projettent de la force pour cacher leurs faiblesses. C'est pourquoi ils utilisent des tactiques d'intimidation au lieu de négocier équitablement. Alors, comment utilisons-nous cela? J'ai demandé. Pierre, qui avait écouté en silence, s'est penché en avant. Nous leur faisons une offre qu'ils ne peuvent pas refuser, mais pas le genre qu'ils attendent. Nous leur proposons un partenariat sur une seule entreprise spécifique, quelque chose de petit mais rentable. Nous leur donnons ce qui ressemble à une victoire. Leur faire croire que leur intimidation a fonctionné. Et ensuite, a demandé Charles, et ensuite nous contrôlons le flux d'informations. Tout ce qu'ils apprennent sur nos opérations passe par le partenariat que nous contrôlons. Chaque décision qu'ils prennent est influencée par les renseignements que nous fournissons. Nous transformons leur soi-disant avantage en notre opportunité de surveillance. Pierre m'a regardé. Et vous serez le principal agent de liaison pour ce partenariat. J'ai compris immédiatement. Ils penseraient qu'ils m'avaient intimidé pour que je coopère. Ils me sous-estimeraient. Exactement. Et pendant qu'ils se féliciteront d'avoir influencé quelqu'un dans mon organisation, vous documenterez tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, toute vulnérabilité qu'ils révèlent. L'expression de Pierre était sérieuse. C'est un jeu de longue haleine, Marie. Pas dramatique, pas immédiatement satisfaisant, mais efficace. Pouvez-vous supporter ce genre de patience? J'ai pensé à ma formation militaire, aux missions qui exigeaient des mois de préparation minutieuse pour une seule opération. Je peux le faire. Le partenariat a été proposé par des intermédiaires neutres, un consultant en affaires légitime qui travaillait avec les 2 organisations. Pierre a offert aux Romano une part dans une entreprise d'importation rentable, le présentant comme une branche d'olivier, un geste de coopération après les tensions récentes. Les Romano, comme prévu, l'ont interprété comme une validation de leur tactique d'intimidation. Ils ont accepté immédiatement. Mon rôle était de coordonner la logistique entre les 2 organisations. Gestion des stocks, calendrier de livraison, contrôle qualité. En surface, c'était un travail administratif banal. En réalité, cela me donnait accès aux opérations des Romano, à leur personnel et, surtout, à leur mode de communication. Je rencontrais leurs représentants 2 fois par semaine dans des lieux neutres, cafés, restaurants, bureaux commerciaux, toujours professionnels, toujours coopératives, toujours un peu nerveuse, comme si j'étais toujours intimidé par l'effraction. Les Romano ont tout avalé, convaincus qu'ils avaient réussi à retourner quelqu'un à l'intérieur de l'organisation de Pierre. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que chaque réunion était documentée. Chaque commentaire décontracté sur leurs opérations était noté. Chaque plainte concernant leurs autres entreprises était analysée.
J'ai construit un dossier de renseignement complet qui révélait tout, de leurs problèmes financiers aux conflits internes parmi leur direction. Ils préparent quelque chose, j'ai rapporté à Pierre après ma 6e réunion. Ils ne cessent de poser des questions sur vos protocoles de sécurité, vos plannings de réunion, la disposition de vos propriétés. Ils essaient de recueillir des renseignements pour une action plus agressive. Laissez-les faire, a dit Pierre calmement. Donnez-leur des informations, mais assurez-vous que ce sont des informations que nous contrôlons. Alimentez-les avec des données qui nous font paraître vulnérables de manière où nous ne le sommes pas réellement. La stratégie a parfaitement fonctionné. Les Romano, croyant avoir des renseignements fiables de ma part, ont commencé à planifier une opération pour pousser l'un des petits partenaires commerciaux de Pierre à changer de camp. Ils pensaient savoir quand Pierre serait absent de la ville, quand la sécurité serait la plus légère, quand il pourrait agir avec une résistance minimale. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Pierre avait organisé tout le scénario comme un piège. Pas un piège physique, mais un piège informationnel. Quand les Romano ont agi, approchant le partenaire commercial de Pierre avec leur offre, ils ont trouvé 2 choses qui les attendaient. Premièrement, Pierre lui-même, très présent en ville et très bien informé de leur plan. Et deuxièmement, un agent fédéral très intéressé par les preuves documentées d'intimidation territoriale et d'ingérence commerciale. Je n'étais pas présente lors de cette confrontation. Pierre m'avait délibérément tenu à l'écart, maintenant ma couverture de personnes ayant fourni des informations à son insu. Mais j'en ai entendu parler après coup par Lucie. C'était magnifique, a dit Lucie, incapable de cacher son admiration. Les Romano sont tombés droit dans une situation où ils se sont incriminés devant quelqu'un ayant une réelle autorité légale. Pierre n'a pas eu à faire quoi que ce soit d'agressif. Il les a juste laissés parler, les a laissés menacer, les a laissés révéler exactement le genre d'affaires qu'ils menaient. L'agent fédéral a maintenant de quoi enquêter sur toute leur opération. Et Pierre, j'ai demandé. Net. Tout ce qu'il a fait était documenté, légitime, défendable. Il a pleinement coopéré à l'enquête, fourni des preuves des tactiques d'intimidation des Romano, s'est positionné comme une victime de leur agression plutôt qu'un participant à quoi que ce soit de douteux. Lucie a secoué la tête. C'est pourquoi il réussit, Marie. Il ne mène pas de bataille qu'il n'a pas à mener. Il se contente de déjouer les gens. L'organisation Romano ne s'est pas effondrée du jour au lendemain. Mais au cours des semaines suivantes, leur influence a rapidement diminué. Enquête fédérale, perte de partenaires commerciaux, conflits internes alors que leur direction se fracturait. Tout s'est combiné pour les neutraliser en tant que menace sans que Pierre n'ait jamais eu recours à une confrontation directe. Et à travers tout cela, j'avais été la pièce maîtresse qui avait fait fonctionner la stratégie. Vous avez dépassé mes attentes, m'a dit Pierre lors d'une réunion privée dans son bureau 6 semaines après que j'ai commencé. Vous avez fait preuve de patience, de pensée stratégique et de la capacité de jouer un rôle de manière convaincante. Ce sont des qualités rares. J'ai eu une bonne formation, j'ai dit, à la fois dans la marine et en vous observant travailler. Pierre s'est adossé à sa chaise, m'étudiant pensivement. Je restructure mon organisation. Lucie monte pour superviser toutes les opérations. J'ai besoin de quelqu'un pour prendre la tête de la sécurité et du renseignement. Quelqu'un qui comprend à la fois le côté tactique et le côté stratégique. Quelqu'un en qui je peux avoir une confiance absolue. J'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer. Vous m'offrez le poste de Lucie? Je vous offre un partenariat, a corrigé Pierre. Pas en tant qu'employé, mais en tant que véritable actionnaire dans mes opérations. Participation au capital, partage des bénéfices, pouvoir de décision. Vous vous êtes prouvé en 6 semaines plus que certains ne le font en 6 ans. Je veux que vous soyez investi dans le succès de cette organisation. Pas seulement que vous travailliez pour elle. C'était tout ce que je n'avais jamais osé espérer. Sécurité financière, respect professionnel, maîtrise de ma propre vie. Mais j'avais appris à me méfier des opportunités qui semblent trop belles.
C'est quoi l'arnaque? J'ai demandé. L'arnaque, c'est que c'est permanent, a dit Pierre sérieusement. Une fois que vous êtes partenaire, vous ne pouvez pas simplement partir sans conséquence. Vos décisions affectent tout le monde dans cette organisation. Votre loyauté devient non négociable et vous prendrez des décisions qui existent dans ces zones grises dont nous avons discuté. Des choix qui ne seront pas toujours confortables. J'ai pensé aux 6 dernières semaines à comment nous avions déjoué les Romano par la patience et la stratégie plutôt que par la confrontation. À comment nous avions protégé les collaborateurs et les intérêts de Pierre par le renseignement plutôt que par l'intimidation. À comment j'utilisais mes compétences pour quelque chose de plus nuancé que je ne l'avais imaginé. Je veux une condition, j'ai dit finalement. Nommez-la. Je ne franchirai pas certaines lignes. Je ne participerai à rien qui nuise réellement à des innocents. Je ne compromettrai pas mes principes fondamentaux, même si cela signifie de renoncer à une opportunité rentable. J'ai croisé son regard directement. Si vous pouvez accepter cette limite, alors j'accepterai le partenariat. Pierre a tendu la main sur le bureau. Deal, je n'ai de toute façon jamais été intéressé par le fait de nuire à des innocents. Mauvais pour les affaires et mauvais pour l'âme. Bienvenue dans le partenariat, Mary. 2 mois après avoir envoyé Julien Bradley à travers le restaurant, je me tenais dans mon nouvel appartement, un lieu sûr et spacieux dans un bon quartier que je possédais grâce à l'avance que Pierre m'avait fournie sur ma participation. Je déballais les dernières boîtes lorsque mon téléphone a sonné. Marie, la voix de Léo était excitée. « Tu ne vas pas croire ça. L'hôpital vient d'appeler. Quelqu'un a payé toute ma dette médicale. » Tout. Ils ont dit que c'était un bienfaiteur anonyme, mais je sais que c'était toi. Comment as-tu fait? J'ai souri regardant par ma fenêtre la skyline de Paris. J'ai trouvé un meilleur travail, Léo. Un bien meilleur travail. Quel genre de travail paie assez pour couvrir 30 000 € de factures médicales? Conseil en sécurité, j'ai dit, ce qui était techniquement vrai. Il s'avère que ma formation militaire valait plus que je ne l'avais réalisé. Je m'en sors bien, Léo. Très bien. Et je vais continuer à bien m'en sortir. Après avoir raccroché, j'ai fini de déballer et je me suis préparé pour ma réunion du soir, une session de stratégie avec Pierre et Lucie sur l'expansion de leurs opérations dans 2 nouveaux territoires. J'étais partenaire maintenant, une décisionnaire, quelqu'un dont l'opinion avait du poids. Je me suis habillé avec soin dans des vêtements professionnels que j'avais achetés avec mon propre argent. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu quelqu'un de complètement différent de la serveuse qui avait servi des pâtes il y a 8 semaines. Cette femme-là avait été invisible, impuissante, fuyant ses propres capacités. Cette femme-ci était visible, puissante, et utilisait enfin ses compétences pour quelque chose qui avait du sens. Mon téléphone a vibré avec un message de Pierre. 10 minutes de retard. Commandez des amuse-gueules et dites-leur que c'est moi qui paye. J'ai souri et je suis parti dans la nuit. Le restaurant où ils se rencontraient était l'un des lieux haut de gamme de Pierre, discret, le genre d'endroit où d'importantes conversations se déroulaient autour d'excellente nourriture. Je suis arrivé la première et on m'a conduite dans une salle privée à l'arrière. En attendant Pierre et Lucie, j'ai pensé au chemin qui m'avait mené ici. J'avais quitté la marine à la recherche de paix et n'avais trouvé que la pauvreté. J'avais essayé d'être invisible et découvert que l'invisibilité n'était qu'un autre mot pour l'impuissance. J'avais été agressé par un homme arrogant qui me considérait comme rien, et en me défendant, j'avais attiré l'attention de quelqu'un qui reconnaissait ma valeur. Tout ce qui a suivi a été un choix. J'aurais pu partir à tout moment, aurais pu refuser la carte de Pierre sous la pluie, aurais pu décliner le partenariat, aurais pu me contenter d'être une simple employée plutôt qu'une actionnaire. Mais j'avais choisi différemment. J'avais choisi de reconnaître mes compétences plutôt que de les cacher. J'avais choisi d'opérer dans des zones grises plutôt que de prétendre que le monde était noir et blanc. J'avais choisi le pouvoir plutôt que l'impuissance. Et oui, il y avait des coups. Je ne serais plus jamais innocente. Je ne pourrais plus jamais prétendre que je ne comprenais pas comment le pouvoir fonctionnait réellement dans le monde.
J'avais fait des compromis avec mes idéaux, même si j'avais maintenu mes principes fondamentaux. Mais j'avais aussi gagné des choses que je n'avais jamais eues auparavant. La sécurité financière, le respect professionnel, la capacité de prendre soin de mon frère et surtout la liberté d'être pleinement moi-même plutôt qu'une version diminuée conçue pour correspondre aux attentes des autres. Pierre et Lucie sont arrivés ensemble, s'installant à leur place avec l'aisance confiante de personnes qui savaient exactement qui elles étaient et ce qu'elles avaient construit. Avant de commencer les affaires, a dit Pierre, levant son verre d'eau, je voudrais proposer un toast à Marie, qui a pris un risque sur une opportunité inhabituelle et l'a transformée en quelque chose de remarquable, à des partenariats construits sur le respect mutuel plutôt que sur la hiérarchie et à la poursuite du succès pour nous tous. Ils ont trinqué et j'ai senti quelque chose se poser dans ma poitrine. Un sentiment de justesse, d'être exactement à ma place. La réunion qui a suivi a été intense, stratégique, axée sur des plans d'expansion qui exigeraient une exécution minutieuse et une prise de décision intelligente. J'ai apporté mon analyse, contesté des hypothèses lorsque nécessaire et aidé à façonner la stratégie qui nous guiderait vers l'avenir. C'était ma vie maintenant. Pas me battre, pas servir, pas me cacher, diriger, élaborer des stratégies, construire quelque chose de durable et de significatif. Quand la réunion s'est terminée et que je suis sorti dans la nuit parisienne, j'ai passé l'endroit où je m'étais tenu pour la première fois sous la pluie il y a 2 mois, tenant la carte de Pierre et me demandant si je devais appeler. Cette version de moi-même semblait venir d'une autre vie, incertaine, effrayée, désespérée. Cette version de moi-même n'était rien de tout cela. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à Léo. Je viens de finir une réunion de travail. Ça va bien ici, vraiment bien. Je t'aime, petit frère. Sa réponse est venue immédiatement. Je t'aime aussi. Je suis fier de toi, Marie. Quoi que tu fasses, je suis fier de toi. J'ai souri et je me suis dirigé vers le métro. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles décisions, de nouvelles opportunités de faire mes preuves. Mais ce soir, j'étais content de l'endroit où j'étais et de ce que j'étais devenu. La serveuse qui avait repoussé son agresseur à travers la pièce avait disparu. À sa place se tenait une femme qui avait appris que parfois le coup le plus puissant n'était pas physique. Il était stratégique, patient et parfaitement synchronisé. Et quelque part dans la ville, le chef de l'organisation qui avait observé ce coup avec tant d'intérêt fumait probablement un cigare et se félicitait d'avoir reconnu le potentiel quand il l'avait vu. Je n'avais aucun regret. J'avais franchi une ligne que je ne pourrais jamais effacer, mais je l'avais fait les yeux ouverts et mes principes intacts. C'est tout ce que l'on pouvait demander, non? Bon. Le métro m'a ramené chez moi à travers les tunnels sous Paris. Et Mary Chen, ancienne marine, ancienne serveuse, actuelle partenaire dans l'une des organisations les plus sophistiquées de Paris, s'est adossée à son siège et a souri. C'était juste le début. La suite restait à écrire. Qui sait ce que l'avenir nous réserve, vraiment? On ne sait jamais. Mais on continue d'avancer. C'est tout ce qu'on peut faire.